Bonjour. Donc le sujet de mon intervention, c'est Big Data, impact sur la relation aux citoyens, c'est ça? Oui. C'est pas moi qui ai choisi le titre. En effet, je vais répondre tout de suite positivement. En effet, le Big Data change complètement la relation aux citoyens, et ce, pas seulement dans ses aspects communication avec le citoyen, mais dans toutes les interactions que l'État ou la sphère administrative a avec le citoyen. Et cela se fera petit à petit pour toucher, in fine, l'assurance maladie, la fiscalité, la gestion de l'identité. Les données changent complètement l'ensemble de ces aspects absolument fondamentaux des fonctions régaliennes. Alors, on peut s'interroger aujourd'hui, puisque nos régions, la France, l'Europe, ne disposent essentiellement pas d'acteurs sur la donnée, et que nous sommes dans une dépendance extrêmement forte et croissante vis-à-vis des services que nous fournissent les entreprises américaines. Alors, pourquoi cette révolution a-t-elle lieu? Pourquoi est-elle si profonde? Je croise encore des gens dont le sentiment est que ce n'est qu'un passage et que les choses vont se rétablir. Alors, je voudrais essayer de vous donner quelques éléments pour comprendre à quel point cette révolution est une révolution fondamentale que certains comparent aux grandes étapes de notre développement, comme la sédentarisation ou l'introduction de l'écriture. Sans nécessairement aller jusqu'à là, on peut plonger dans les révolutions industrielles de la deuxième moitié du XVIIIe siècle en Angleterre, puis au XIXe siècle et au XXe siècle pour trouver un certain nombre de parallèles avec des changements extrêmement profonds dans nos organisations. On parle aujourd'hui beaucoup du Big Data. C'est un mot qui n'existait pas essentiellement avant, ou une expression qui n'existait pas avant 2011, qui aura disparu aussi vite qu'elle est apparue. Si vous regardez un petit peu en arrière, vous allez vous souvenir de tout un tas de mots, technologie de l'information ou d'autres, qui apparaissent et disparaissent au gré de l'actualité et des nouveaux concepts qui font irruption. Alors si on parle du Big Data, aujourd'hui, c'est parce que la société a réalisé, et vous l'avez rappelé, la quantité de données dont on dispose aujourd'hui est majoritairement des données qui ont été générées il y a très peu de temps. Vous disiez 90% dans les 2 dernières années. Ceci montre qu'il y a une croissance extrêmement forte de la quantité de données. Et ces données, c'est quoi? Eh bien, c'est en particulier un reflet miroir de l'activité du monde réel ou du monde physique dans lequel nous vivons et dont l'information est générée de manière numérique par l'ensemble des capteurs dont nous disposons aujourd'hui, avec en particulier les différents outils que nous avons, dont les smartphones, et de manière croissante l'ensemble des capteurs qui sont embarqués dans tout un tas d'appareils et qui aujourd'hui sont proches de 25 milliards, donc beaucoup plus que des terriens déjà, et qui vont continuer à accroître et fournir une information en continu, et qui vont inclure l'ensemble des appareils avec lesquels nous interagissons dans la sphère de la maison, la voiture, etc. etc. Donc, toute cette information est disponible aujourd'hui dans quelque chose que je vais appeler de manière vague le nuage, et permet de travailler sur ce qui se passe dans le monde, dans le monde physique, dans lequel nous vivons, sans être
nécessairement dans le monde physique. Alors, juste une parenthèse, ce nuage a des pieds physiques dans les gros data centers. Son empreinte physique augmente. Il consomme aujourd'hui à peu près 10% de l'électricité au niveau mondial, et sa part va augmenter. Donc, je vais parler du nuage comme une abstraction, mais il a aussi, bien sûr, une emprise physique. Alors, donc, le premier point, c'est ces données miroirs du monde. Le deuxième, c'est les algorithmes. Les algorithmes qui sont de plus en plus puissants et qui, petit à petit, pénètrent dans la sphère de compétences de l'homme, gagnant bataille après bataille. Moi, j'aime bien la date de 1997, qui est celle qui est l'année où Kasparov s'est fait battre par Big Blue et c'en était fini pour le jeu d'échecs de l'intelligence humaine. La machine avait battu l'homme, mais petit à petit, la machine fait des choses de plus en plus complexes et l'homme confie à la machine des choses qu'elle fait mieux que lui, et donc conduire une voiture est un autre bon exemple de ce type d'application. Et on va aller comme ça, on peut aujourd'hui épiloguer sur jusqu'où iront les algorithmes, mais on est dans une période de croissance forte de choses que les algorithmes vont faire mieux que nous. Le troisième point, et c'est les trois points fondamentaux, c'est la connexion universelle de tout au nuage. Donc tout, c'est tous les êtres humains, mais petit à petit aussi tous les appareils, et puis au-delà, tout le cheptel aussi de notre agriculture, etc., etc., connecté au nuage, communiquant donc un flot de données qui permettent de travailler. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans cette révolution? Mais s'il se passe beaucoup de choses dans le nuage, des choses qui, dans le monde d'autrefois, n'étaient pas possibles. L'un des plus beaux exemples de ça, c'est certainement le moteur de recherche, qui a un peu plus d'une quinzaine d'années maintenant, et qui a complètement changé notre accès à la connaissance, permettant de essentiellement trouver les informations ou connaissances que l'on cherche d'une façon dont l'efficacité, depuis qu'il a été rendu accessible, largement accessible il y a une quinzaine d'années, augmente lui aussi en permanence. Donc un service absolument fondamental, inimaginable en dehors du nuage avant, et qui change complètement l'accès à la connaissance, et donc un élément essentiel du développement de nos sociétés. Les choses évoluent avec ce qu'on appelle le Web 2.0 et la capacité de non plus seulement d'accéder à l'information, mais de contribuer à créer de l'information. Et donc Wikipédia est un extraordinaire exemple. Nous sommes donc tous à la fois des gens qui accèdent à l'information, mais aussi des gens qui créent de l'information, de la connaissance. Et le monde en est profondément affecté, puisqu'on évolue vers une société qui devient beaucoup plus horizontale dans son organisation, avec des acteurs qui sont à la fois consommateurs et créateurs de connaissances. Je donne l'exemple de Wikipédia, mais ça va se généraliser, et vous l'avez mentionné dans la sphère politique également. Alors ces trois piliers que sont donc les données, les algorithmes et la connexion permettent l'émergence
dans le nuage de ces services complètement nouveaux. Et ils permettent l'émergence en particulier des services d'intermédiation qui intermédient donc entre essentiellement des personnes et les services dont elles auraient besoin ou qui pourraient les intéresser. Alors c'est le cas du moteur de recherche que je citais, qui est l'intermédiaire entre une personne et les connaissances qu'elle recherche. C'est le cas évidemment des réseaux sociaux qui intermédient entre des personnes et d'autres personnes et par là même des services. Et puis bien sûr de la vente en ligne, d'Amazon, et je pourrais à l'envi lister le nombre de compagnies dont nous entendons aujourd'hui beaucoup parler, Uber, Airbnb, etc., qui sont précisément des grands intermédiaires intermédiant pour des services. L'exemple d'Uber est particulièrement édifiant. Uber intermédie entre des passagers et des chauffeurs. Le fait extrêmement bien, s'attaque à un domaine, le taxi, qui, de par une organisation historique, avait énormément baissé en qualité de service. De surcroît, il est basé sur un modèle économique de licence avec un numerus clausus, qui fait que la première chose qu'on paye en montant dans un taxi, c'est le revenu du capital. Donc c'était évidemment un domaine qu'il était très facile de faire exploser, puisque en fait il s'agit d'intermédiaires entre des personnes passagers et des chauffeurs, et qu'évidemment dans le nuage on fait ça beaucoup mieux, avec une efficacité beaucoup plus grande que quand on a les pieds sur terre dans une société engoncée comme l'étaient les sociétés de taxi qui sont conduites aujourd'hui à une disparition évidente, quelles que soient les mesures que prendront les gouvernements. Ce qui est intéressant, c'est que donc on parle aujourd'hui d'ubérisation. Les taxis sont la première victime pour une raison qui tenait à leur économie, mais de très nombreux secteurs sont menacés de la même manière. La presse, plus de la moitié des titres mondiaux ont disparu dans les 10 dernières années. La presse, de la même manière, peut être intermédiaire, c'est-à-dire qu'on intermédie entre des lecteurs et des gens qui écrivent des articles. Et on peut se passer du titre du journal, ce qui pose pour nos systèmes politiques un vrai défi, étant donné le rôle de pilier qu'a la presse dans l'ensemble des systèmes politiques et dans nos démocraties en particulier. Mais on peut continuer comme ça. Je pourrais donner de très nombreux exemples. D'ailleurs, je vois peu d'industries, à part celles qui fournissent des pièces particulières pour très peu de clients, qui ne sont pas touchées par l'intermédiation. L'énergie, par exemple, puisqu'on va passer d'un système avec un producteur d'énergie et des millions de consommateurs, un producteur fiable et des millions de consommateurs, à un système avec des millions de producteurs pas fiables et des millions de consommateurs, qui seront donc intermédiés exactement par des systèmes comme Google les développe. Notre santé, de la même manière, et l'administration publique, à son tour, sera intermédiaire, et pas seulement dans sa capacité de communiquer avec les citoyens, mais dans l'ensemble de ses interactions. J'en ai mentionné certaines, et en particulier celle absolument fondamentale de la gestion de l'identité et de la fiscalité, puisqu'il s'agit de données, de connaissances, de capacité à manipuler les données et à interagir avec les citoyens dans tous les cas. Alors, dans cette révolution de l'intermédiation, il y a beaucoup de choses qui se passent et qu'on commence à découvrir. Je vais en mentionner quelques-unes. Donc, la première, c'est que on a une organisation qui travaille dans le nuage, séparée des contraintes du monde physique dans lequel nous vivons, et qui change, qui met donc en relation des gens qui cherchent du travail et des gens qui cherchent des travailleurs, comme le fait Uber,
et donc qui casse la relation employeur-employé, permettant de travailler dans un cadre qui aujourd'hui n'est pas formalisé et que la société devra reformaliser dans l'intérêt du bien commun. De manière générale, ces intermédiaires font sauter les intermédiaires qui existaient autrefois et ils vont petit à petit sauter les uns après les autres, c'est-à-dire toutes ces organisations qui, comme une maison d'édition ou une université, intermédient entre des lecteurs et des écrivains, des étudiants et des professeurs, des patients et des médecins, et etc., etc. Toutes ces structures d'intermédiation qui existent aujourd'hui et qui sont toujours liées à l'activité dans le monde physique et qui ne le font pas très bien par rapport à ce qu'on sait faire ou ce qu'on saura faire, vont être désintermédiés les unes après les autres, ce qui aboutit à une horizontalisation de la société en enlevant petit à petit toutes ces hiérarchies au-dessus de nos têtes. Et donc cette horizontalisation de la société, avec potentiellement une plus grande force démocratique, est une révolution absolument majeure et pas nécessairement porteuse de démocratie. Le sujet est loin d'être simple et le chemin que prendra le monde loin d'être évident. D'autres aspects de l'intermédiation dans le nuage, là où on avait autrefois des fournisseurs de services et des consommateurs de services, dans ce que les économistes appellent un marché biface, on a aujourd'hui la possibilité de passer d'une face à l'autre. Et donc là, les experts, les professionnels sont remis en cause. Donc moi, je suis à même, à mes heures perdues, de faire chauffeur de taxi. Et le covoiturage est donc un exemple de ça, rémunéré ou non rémunéré, peu importe, même si l'administration française ou la justice française interdit certains services d'Uber, dont Uber Pop, sous prétexte qu'ils sont illégaux. Il est évident que cette interdiction n'a aucune pérennité et que ces services-là se développeront, ne serait-ce que parce qu'ils répondent à des besoins à la fois, globalement de ressources, à la fois de gestion des ressources naturelles comme l'énergie, mais aussi des ressources humaines, de l'emploi et du travail. Donc cette capacité de passer d'une face à l'autre rend la société beaucoup plus souple avec les avantages et les risques que ça présente. Un autre aspect qu'il est important de comprendre, c'est que la taille joue un rôle déterminant pour ces industries. Plus on est gros, plus on est puissant, et la puissance dépend du nombre d'utilisateurs, de la quantité de données dans une fonction qui est probablement quadratique et qui explique que s'il naît une centaine de sociétés sur un domaine particulier, il n'y en aura qu'une qui réussira et qui prendra tout le marché, comme c'est le cas d'Uber, même si Uber a quelques concurrents, tous les autres ont essentiellement disparu ou sont extrêmement petits et vont disparaître. Et donc, il y a toujours dans absolument tous les secteurs d'activité un leader qui, à un certain moment, va prendre le dessus sur les autres et devenir un acteur mondial, globalisé, gérant tout le secteur. C'est le cas de Google, c'est le cas de Facebook, c'est le cas d'un certain nombre de ces industries. Leur capitalisation au niveau financier est très impressionnante. Uber, par exemple, 40 milliards de dollars, ça pèse le quart d'IBM, petite société toute jeune, prenant une telle puissance. Et quand on regarde les 5 premières capitalisations mondiales, un domaine qui était réservé aux pétroliers jusqu'il y a peu de temps, suivi de l'industrie automobile, de la pharmacie et de la banque, aujourd'hui, dans les 5 premières capitalisations mondiales, il y a 3 opérateurs de l'intermédiation dans le nuage, donc Apple, Microsoft et Google. Apple, la première, donc il ne fait pas seulement de l'intermédiation, qui vend aussi des appareils, mais qui ne doit sa puissance
qu'à sa capacité, au génie de ses appareils, bien sûr, mais fondamentalement à son génie de l'intermédiation. Apple pèse aujourd'hui le double d'Exxon, qui est numéro 2. C'est dire à quel point l'économie de la donnée est devenue, dans le monde dans lequel on vit, aussi importante, si ce n'est plus importante que l'économie de l'énergie et du pétrole en particulier. Donc un basculement absolument fondamental. Donc, ceci étant dit, ça pose une vraie question pour la gouvernance, les administrations publiques, parce que la gouvernance est une intermédiation avec une relation aux citoyens, et que clairement les outils de gouvernance, à une certaine échéance, auront intégré le nuage et seront capables de gérer les masses de données au profit ou pas des populations qu'elles gouvernent. Les questions qui sont compliquées globalement au niveau mondial, c'est que ces plateformes sont fortement disruptives, qu'elles vont conduire à beaucoup de pertes d'emplois, et puis à un délitement d'un certain nombre de protection sociale. Et donc les conflits sont forts sur l'ensemble de la planète, y compris aux États-Unis. Si on regarde, il y a des cartes mondiales des endroits où Uber a des problèmes avec la justice. Les États-Unis abondent de points, y compris en Californie, y compris à San Francisco où ils sont basés. Donc on va voir une série de conflits, mais celui qui gagnera sera la plateforme, pas l'État, et avec un aménagement petit à petit des structures. Les plateformes aujourd'hui se développent dans un espèce de no man's land juridique qui leur permet de croître très très vite avec peu de fiscalité en plus. L'État, le bien commun, reprendra un certain contrôle petit à petit et intégrera les plateformes dans ses propres mécanismes. Ce qui est inquiétant pour l'Europe, c'est que nous ne disposons d'aucun acteur du numérique. Nous n'avons pas d'industrie du numérique. Nous ne fabriquons pas de machines. Nous ne fabriquons pas de systèmes opératoires. Nous ne fabriquons pas de systèmes interagissant avec les personnes, à l'exception de tout petits acteurs peu importants et sans véritable portée mondiale. Donc on a peu conscience de ça, on voit les opérateurs de télécom et puis un certain nombre d'industries, mais très peu qui sont en fait des récupérateurs de données. Alors l'administration publique aujourd'hui est une force d'une certaine manière parce qu'elle dispose de pools de données très importants, mais elle est dans une assez forte incapacité de mettre en œuvre les moyens qui permettraient d'interagir avec ses citoyens et d'exploiter ces données dans une interaction avec ses citoyens, ce qui veut dire toute interaction numérique suscite un retour de données du citoyen vers la plateforme. Alors l'administration publique ne dispose ni des compétences, ni de la compréhension pour ce faire, et donc il y a là un vrai sujet d'inquiétude, et tout particulièrement pour l'Europe. Voilà, donc je vais peut-être m'arrêter là, où je ne sais pas exactement combien de... Il vous reste 6 minutes. D'accord. Donc ces questions sont vraiment pas simples de rapport entre les États et les administrations publiques et les plateformes. Ce qu'on voit très clairement, c'est à quel point l'État perd la main, perd du pouvoir, et ce pour plein de raisons. D'abord, de manière assez évidente, plus on a de données, plus on a de pouvoir. Or, l'État, tout au long du 19e et du 20e siècle, a, par la création des mécanismes de recensement et le développement de la statistique,
développé un corpus de données sur le territoire sur lequel il opère qui était de plus en plus précis. Et donc, si on arrive à la seconde moitié du XXe siècle, l'État dispose, par ses outils de fiscalité, etc., de renseignements extrêmement précis sur son territoire. Donc sa part dans les données de son territoire est dominante globalement. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Petit à petit, avec les opérateurs du numérique, ceux-ci, et en particulier les très gros opérateurs du numérique, finissent par avoir plus de données sur le territoire que n'en a l'État lui-même. Or, qui a les données a le pouvoir. Donc on voit automatiquement s'opérer, par la force des choses, s'opérera un déplacement de pouvoir de l'État vers les grandes plateformes, où l'État deviendra lui-même une grande plateforme, ce qui adviendra un jour. Government as a platform, c'est le slogan de la Californie. Une autre chose qui est difficile, c'est qu'on trouve face à face État et plateforme, les États étant de plus en plus pauvres, de plus en plus contraints par les difficultés budgétaires, les plateformes étant de plus en plus riches, de plus en plus puissantes, et ayant la confiance des investisseurs. Et donc on trouve en fait un riche en train de discuter avec un pauvre. Et puis de surcroît, il faut aussi regarder le capital humain. Les plateformes recrutent la crème de la crème au niveau planétaire, pas les États. Et donc, on est dans un dialogue qui est très compliqué avec les plateformes parce qu'elles sont beaucoup plus puissantes, parce qu'elles sont plus riches, parce qu'elles ont des gens qui sont meilleurs et parce qu'elles ont compris comment évoluait le monde, là où les États comprennent que le monde change mais ont du mal à s'adapter, et surtout les États qui ne disposent pas d'industrie du numérique sur leur territoire, ce qui est le cas de l'ensemble des États de l'Europe globalement. Voilà. Donc, c'est des sujets très compliqués qui vont nous occuper, vous allez voir dans les années à venir, pendant encore longtemps, des tas de conflits certains vont être très violents entre les plateformes et l'administration des États ou la justice. Il faut aussi savoir que les plateformes disposent d'une légitimité puisqu'elles sont adoptées par une part très importante de la population. Il y a plus de gens qui sont sur Facebook en France que de gens qui votent à l'élection présidentielle, par exemple. Donc la légitimité est remise, le mode de légitimité est remis en cause. Voilà, je vais m'arrêter là. Oui, merci beaucoup.